Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment survivre sur Mars? Peut-être que la question se posera un jour à l'espèce humaine. Pour l'heure, elle sert de fil rouge à un super jeu pédagogique qui permet aux lycéens de découvrir le programme de SVT. On va en parler avec ses concepteurs, Grégory Michnik et Mélanie Fénart. Ils sont les invités du Grand Oral. L'anti-sèche des mag et sel, ou comment l'actualité résonne dans les programme de français aujourd'hui, à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Sidonie Gabrielle Colette. Vous la connaissez plus sous le seul nom de Colette. Emma vous dira tout. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Séquence sourire et continue aujourd'hui avec une vidéo qui cartonne sur Internet. Elle est signée Camille Lelouch. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Elle nous raconte, vous le savez, les années collège de son poste de professeur documentaliste. Il peut être flair, slim, skinny, boyfriend, mom, bootcut, wide. C'est l'uniforme des collégiens. Amélie vous dira tout sur le jean. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand oral. Allô la Terre, ici Mars, mission et émission spéciale aujourd'hui. L'objectif qui m'a été assigné, découvrir comment deux enseignants de SVT réinventent l'enseignement de leur discipline avec un jeu accessible en ligne, identité de ces agents éducatifs très spéciaux, Grégory Michnik et Mélanie Fénart. Bonjour. Bonjour. Tiens, je vous ai même pas demandé avant, est-ce qu'on dit Fénart ou Fénart? On dit Fenard. Ben voilà, depuis le début, je dis n'importe quoi. Et gentiment, Mélanie ne me dit rien. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mélanie Fénart, Grégory Michnik, en direct sur le vaisseau de la quotidienne. Grégory, professeur de sciences de la vie et de la terre au lycée de l'Escaut, c'est à Valenciennes. Mélanie, enseignante également SVT, avec, dites-vous, un chouïa de sciences numériques et de technologie au lycée Blaise Pascal d'Orsay. Un jeu, tout part d'un film, tout part de Seul sur Mars. Exactement. C'était le pitch de départ. Faut le raconter, film de Ridley Scott. Ah, alors, ce film extraordinaire. On ne raconte pas tout le film, puis on ne spoil pas la fin, mais le point de départ. On ne va pas tout raconter. Un film qui est basé sur un livre, d'ailleurs, de Art Science, on peut dire ça en fait, et écrit vraiment par un scientifique, et qui raconte les aventures d'un astronaute isolé sur Mars. Et il est obligé de trouver 36 000... Il va falloir qu'ils viennent 3 ans, c'est ça, hein, voilà, il faut qu'ils viennent 3 ans. Les copains sont partis, éventuellement ils vont revenir, mais on n'est pas tout à fait sûr, il faut tenir 3 ans. Voilà, il faut tenir 3 ans, il développe énormément de techniques scientifiques pour survivre, et donc en sortant de la salle, c'était la grande révélation, quoi. C'est-à-dire que si on pouvait faire un scénario entièrement basé sur la planète Mars, sa conquête et comment y vivre, on pouvait quasiment faire tout le programme de SVT. Notamment alors voilà, c'est ça qui est formidable, vous allez nous expliquer, parce que moi vous me dites Mars, je me dis ils vont me faire le programme de chimie, de physique, de trucs, et non, pourquoi SVT alors? Là, en fait, c'est vraiment des techniques de survie, entre guillemets. Donc, on a vraiment tous les besoins de l'être vivant. Il faut pouvoir manger, il faut pouvoir aussi combattre des maladies, il faut pouvoir vraiment réaliser un certain nombre de tâches. On avait aussi pas mal de planétologie, par exemple, comprendre les conditions de vie sur Mars, pourquoi on ne peut pas respirer sur Mars, et du coup, comment on peut obtenir de l'oxygène, par exemple, pour une personne qui est isolée sur Mars. Donc, c'est vraiment toutes les conditions de la vie qui sont importantes pour le programme de SVT. Oui, dans Sciences de vie, oui, voilà. Le V, c'est pour vie. Et donc, c'est un jeu. On rentre dans le jeu et on va nous assigner des missions. Alors, jamais seul. Et les élèves vont jouer différents rôles. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais moi, dans le jeu de trucs que j'ai regardé, il y avait un botaniste, un physicien et un spécialiste du sol. C'est ça. Il s'agit d'incarner des personnages et notamment de pouvoir endosser leurs compétences. Il s'agit d'une manière, une nouvelle manière peut-être pour les élèves en fait de connaître des métiers et ensuite d'essayer de voir un peu comment ils feraient s'ils étaient un botaniste sur Mars, comment ils pourraient contribuer à résoudre un problème qui pourrait intervenir dans une serre par exemple. Problème extrêmement important, c'est que, quelque chose de très important dans la résolution de problèmes, c'est qu'on va les résoudre aussi en équipe. Vous les faites bosser ensemble, vos élèves. Voilà, c'est vraiment le cœur du projet en fait. Le jeu ne peut pas se jouer tout seul. En réalité, il est vraiment fait pour être joué en classe et avec ses camarades, puisque c'est, on va dire, une combinaison de compétences de différents types de métiers scientifiques qui vont permettre de résoudre la mission en fait. À chaque fois, c'est jamais quelque chose de simple, c'est toujours une tâche complexe. Par exemple. Par exemple, là, j'ai fait jouer mes élèves justement il y a très peu de temps. On est dans la base martienne et on a découvert qu'il y a une sorte d'eau verte. Donc on se demande d'où vient cette contamination, pourquoi l'eau du bassin est verte. Et c'est le prétexte à une recherche. Donc j'ai vraiment de l'eau verte à leur présenter. Et ils peuvent proposer de faire des observations microscopiques, ils peuvent proposer de faire de l'expérimentation assistée par ordinateur pour voir. Et là, c'est eux qui décident. Alors,
C'est plutôt Vous le aidez un prof. peu. En fait. Oui, c'est ça. En gros, ok, les microscopes, mais les microscopes sont cassés, alors comment on va faire sans les microscopes? Et donc, du coup, là, ça leur permet de se lancer dans de l'expérimentation assistée par ordinateur pour déterminer le métabolisme des micro-organismes qui sont dans cette eau verte. Et donc, ils apprennent à travailler ensemble et ils s'initient par le faire à la méthode scientifique. Bien sûr. Complètement. C'est vraiment l'objectif. Et après, évidemment, comment présenter Et il y aura l'expression. Mais si on reste sur la méthode scientifique, vous les laissez se planter de temps en temps? Ah, mais complètement. Alors, les super... attends, plante-toi là. Non, mais justement, l'erreur, c'est extrêmement important dans la démarche scientifique. On met des hypothèses et parfois on teste ces hypothèses, on se rend compte qu'on a fait fausse route et on doit revenir en arrière. C'est vraiment le cœur de la démarche scientifique. Donc l'objectif, c'est pas qu'ils se plantent vraiment jusqu'au bout. À un moment donné, on est là, on régule. Mais oui, nécessairement, l'erreur fait partie de la démarche. Et on va parler alors des programmes de français dans quelques minutes, mais je crois que c'est ça que vous vouliez dire, Grégory, en disant après ils doivent présenter. Et vous attachez aussi une grande importance à l'expression et à la précision du langage et à la capacité à décrire ce qu'on a trouvé. C'est ça, et à la créativité également. On insiste sur le fait qu'ils puissent choisir la forme d'expression qu'ils souhaitent. Ça peut être sous la forme d'une bande dessinée, par exemple. On note très souvent des réponses sous forme de bande dessinée, soit faites à la main ou soit faites numériquement, notamment avec le logiciel de la BDNF, la fabrique à BD. Et on a de temps en temps, on a des vidéos également. Après, très souvent aussi. Donc, je peux vous faire un journal télévisé. Voilà. On met en scène. Ça pourrait être une forme, effectivement, de réponse qu'on pourrait imaginer avec les élèves. Ouais. Et vous le faites à tous les niveaux du lycée ou en terminale, comme il y a le bac quand même on se calme un peu. Disons qu'en fait, c'est vraiment plus adapté au programme de seconde. C'est ça. Mais j'avais développé aussi quelques missions en première, notamment en première spécialité SVT. C'est vrai, j'en ai jamais fait en terminale, mais j'ai pas beaucoup eu les terminales. Je sais pas si toi, si une fois, on a quand même réussi. On a réussi à jumeler des classes de niveaux différents, notamment des terminales avec des secondes. Ils étaient capables de s'entraider par l'intermédiaire des réseaux apprentissage par les pairs. Mes secondes et ces terminales qui ont communiqué, en fait. Vos secondes à côté de Paris, dans l'Essonne. Et mes terminales à Valenciennes. Et on a même réussi une fois à faire une collaboration avec une troisième classe à Vienne, avec une collègue Virginie Marquet. À Vienne d'Autriche, pas Vienne à côté de Lyon. Non. Extraordinaire. Voilà. Oui, parce qu'on a aussi une équipe de plusieurs professeurs, même si à la base on avait monté le projet. On a une quinzaine de collègues en fait qui sont venus aussi s'agréger autour du projet. Il faudra vous donner rendez-vous sur Mars directement la prochaine fois. Apprendre tout le programme de sciences de la vie et de la Terre au lycée et en même temps apprendre à survivre sur Mars. Après tout, on ne sait jamais, ça pourra servir. C'est tout le défi du jeu pédagogique Survive on Mars. On continue à en parler après l'anti-sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Moi j'aurais fait SVT. Parce qu'on m'avait dit en seconde, on va sur la planète Mars, on va jouer, on fait des trucs, direct. Pas vous? Si, quand même. Ça reste un souvenir difficile. Bon, allez, vous êtes meilleur en français. C'est peut-être pour ça que vous consacrez cette anti-sèche à Colette en ce mois de janvier. 150e anniversaire de sa naissance, 1873 donc. L'écrivaine qui est à la une du magazine Virgule, qu'on adore dans la quotidienne, ce magazine. On adore, et oui, qui nous livre encore une fois un dossier très complet sur la vie et l'œuvre de l'écrivaine qui a eu 1000 vies. Elle a été écrivaine, mais également journaliste, mime, comédienne. Et elle a même été à la tête d'un institut de beauté. Je ne le savais pas. Alors, Colette, elle passe une enfance heureuse en Bourgogne. Ses parents l'adorent, surtout sa mère. Elle se marie à l'âge de 20 ans en 1893 avec un certain Henri Gauthier-Villard, journaliste et critique musical. Et c'est lui qui va la faire entrer dans l'univers très particulier des salons littéraires et artistiques parisiens. Oui, elle a 14 ans de moins que lui. Ils se rencontrent lorsque Colette a 16 ans. Et cet Henri Gauthier-Villard, il se fait appeler Willy. Dans le milieu, il est connu pour signer de son nom des textes écrits par de jeunes auteurs. Et c'est comme ça que Colette commence à écrire et à publier ses premiers textes. Comme souvent pour une femme à l'époque, elle ne signe pas de son nom, mais bien de celui de son mari. Et là, très vite, elle rencontre un succès phénoménal sous ce nom de Willy. Ouais, elle invente le personnage de Claudine qui raconte ses souvenirs d'enfance. Ça va avoir un tel succès qu'elle va créer une série autour de ça. Il y aura Claudine à Paris, Claudine en ménage, Claudine s'en va. L'ouvrage est même adapté au théâtre et ça fait scandale à l'époque parce que la comédienne qui joue le rôle de Claudine a, vous savez, la coupe à la garçonne, ce qui choque
énormément à l'époque. Et d'ailleurs, petite anecdote sur les cheveux de Colette, quand elle arrive à Paris, elle n'avait jamais coupé ses cheveux de sa vie. Donc, il faisait 1,58 m de longueur, plus long que moi-même. C'est ce que je trouvais dingue. Voilà, c'était le trésor de sa mère qui brossait les cheveux de sa fille chaque matin. Elle a fini par les couper et elle a ensuite porté cette coupe à la garçonne qui la caractérise encore aujourd'hui. Anecdote dont j'ignorais absolument tout. Alors vous nous rappeliez qu'elle signait avec le nom de son mari, Willy. Ça n'a pas duré trop longtemps. Heureusement, très vite, elle a voulu s'émanciper et elle a pu le faire. Oui, dès 1904, elle signe Dialogue de bêtes sous le nom Colette Willy. Un début. C'est une période où ça va pas très bien avec son mari. Colette, elle a soif de liberté. Elle veut faire ce qu'elle veut. Et elle rencontre Mathilde de Morny, dite Missy, avec qui elle entretient une relation amoureuse. C'est le début d'une nouvelle vie pour l'écrivaine. Elle commence à se produire en tant qu'artiste de music-hall au Moulin Rouge, au Théâtre Marigny, au Bataclan, dans des spectacles qui font parfois scandale. Par exemple, en 1907, elle joue une momie qui se réveille et qui embrasse son archéologue, sauf que l'archéologue n'est autre que sa compagne de l'époque. Scandale, et la pièce est interdite. Vous nous avez parlé de l'écrivaine, de la comédienne, mais Colette, elle poursuit aussi une carrière dans le journalisme. Mais oui, elle collabore au journal Le Matin, pour lequel elle devient vite directrice littéraire et critique de théâtre. À cette époque, elle publie 2 romans, Chérie en 1920 et Le blé en herbe en 1923, première œuvre qu'elle signe sous le nom de Colette seule. Les 2 romans parlent de l'amour d'une femme mûre avec un homme plus jeune, et c'est un peu prémonitoire parce qu'au journal Le Matin, elle rencontre le rédacteur en chef Henri de Jouvenel, qu'elle épouse en secondes noces, mais finalement c'est avec le fils de son mari qu'elle finit par avoir une relation avant de s'en séparer et de se remarier avec son 3e mari. Et donc toute sa vie, Colette aura cette grande soif de liberté, cette désinvolture et cette audace qui la caractérise. Elle brise vraiment tous les codes. Tout en étant reconnue très tôt par le monde littéraire. Et oui, elle reçoit la Légion d'honneur en 1920. Elle fait également partie du jury du prix Goncourt, prix qu'elle va présider. Elle devient la présidente en 1949 jusqu'à sa mort en 1954. Elle était malade depuis longtemps, elle souffrait d'arthrite. Elle laisse énormément de romans qu'on commence peu à peu à étudier en classe. C'est encore timide, mais ça va mieux. Et c'est la première femme à avoir des funérailles nationales en France. Merci beaucoup pour cette digne célébration. Et on peut se reporter à Virgule, le magazine qui consacre ce grand dossier à Colette pour le 150e anniversaire de sa naissance. Emma, on se retrouve pour la récré ? Avec plaisir. Pour l'instant, on retourne sur Mars. La vie et de la Terre, ils ont conçu un jeu qui était très vite remarqué, d'ailleurs primé, pour enseigner tout le programme des SVT aux lycéens. Grégory Michnik et Mélanie Fenard sont les invités du Grand Oral. Sur les vertus du jeu en classe, j'ai retrouvé sur Internet, Mélanie, un moment où vous disiez que vous aimiez bien utiliser la métaphore de l'escalator. Oui, alors, elle n'est pas de moi, la métaphore, hein, elle est plutôt d'Éric Sanchez, qui est un chercheur. Ouais. En fait, c'est un peu l'idée que quand on est dans le métro, généralement, la plupart des gens prennent l'escalator et ne prennent pas l'escalier. Non. Parce que l'escalier, c'est plus fatigant, l'escalator, c'est beaucoup plus facile. Oui. Il y a beaucoup de monde sur l'escalator. Mais en réalité, si on rendait l'escalier un petit peu plus ludique, et c'est une expérience qui a eu lieu, je crois, à Stockholm il y a quelques années, en transformant... On peut décrire vite fait, hein, ils l'ont transformé en... C'est comme des touches de piano, un piano Exactement, gigantesque. ils l'ont transformé en piano, et donc quand les gens marchaient, il y avait vraiment du son, donc c'était un vrai piano sous forme d'escalier. Ouais. Et bien là, beaucoup plus de gens en fait ont pris cet escalier. Parce que c'était marrant. Parce que c'était drôle, parce que ils pouvaient le faire à plusieurs, ils pouvaient s'entraider, les petits enfants, ils pouvaient les amuser. Enfin bref, ça voulait dire aussi que finalement, quand on prend un chemin un petit peu plus ludique, eh bien, on va entraîner faire des choses plus difficiles. Exactement. Et pour autant, on ne supprime pas complètement l'escalator, parce que pour certaines personnes, on en a besoin. Exactement. Quand on est vieux, malade, handicapé ou que sais-je. Exactement. Donc il y a toujours besoin d'aide quand même pour certains élèves. Mais voilà, le jeu, ça peut aider à passer par le chemin le plus difficile. Grégory, je vous lisais, vous disant aussi que les jeunes aujourd'hui sont très différents d'il y a 10 ans et que c'est aussi pour ça que vous êtes intéressé au jeu comme moyen pédagogique. Qu'est-ce qu'ils ont de différent ? Les jeunes d'aujourd'hui sont hyper connectés. Déjà, ça c'est la première chose. Ils sont dans l'hypercommunication. Et les codes sont, je trouve en tout cas, sont très différents par rapport à quelques années encore, hein, même 5-10 ans déjà, on voit déjà le changement. Et ça a accéléré avec le confinement, il y a peut-être 2-3 ans là. La mutation a vraiment... Donc il faut aller les chercher avec un vocabulaire différent. Il faut essayer de trouver des moyens.
pour à nouveau les engager, faire en sorte qu'ils soient plus motivés et bien entendu le jeu c'est un vecteur essentiel. Sur cette idée de cette problématique d'éveil de la curiosité, vous sembliez dire aussi, c'est dans un entretien ou un portrait, je ne sais plus, mais c'est Libé qui a publié ça il n'y a pas longtemps à l'occasion d'un forum autour des enseignants innovants, qu'il y avait un petit recul de la curiosité que vous ressentiez. Oui, ce recul de la curiosité est assez perturbant pour nous profs, professeurs de SVT surtout, parce que... Un petit peu, ça dépend, oui, ça dépend. Ça dépend des classes. Ça dépend des classes. Quand, par exemple, en première, on peut avoir des élèves qui sont très très intéressés, mais en général, ce sont les élèves qui sont déjà scientifiques. Par contre, les élèves qui sont beaucoup plus littéraires, moins scientifiques, il y a beaucoup moins d'appétence pour les sciences, par exemple. Beaucoup moins d'appétence pour découvrir de nouvelles choses en rapport avec la nature. Oui, je peux... Un peu le même ressenti. Un petit peu, oui. Le public change. Alors, il faut changer de méthode. Je cite toujours cet article dans l'IB, mais il y a des tas d'enseignants, des tas de collègues à vous qui pensent l'inverse, qui se disent, bah non, c'est aux jeunes de s'adapter. Pourquoi vous pensez que non, c'est quand même avant tout aux enseignants de faire de faire le premier pas. Ce qui ne veut pas dire que les jeunes ne font pas d'efforts après. L'étincelle, elle peut venir que de nous au départ. Enfin, c'est nous qui fournissons les situations d'apprentissage. Les élèves, il faut se mettre à leur place. Ils peuvent avoir 25, 30 heures de cours d'affilée dans la semaine. Ils vont enchaîner beaucoup de choses. Ils vont beaucoup zapper d'une matière à l'autre. À un moment donné, c'est aussi à nous de leur donner le matériau, en fait, et l'univers un petit peu dans lequel ils peuvent trouver un petit peu plus d'appétence que d'habitude. Ça ne veut pas dire non plus que ça veut dire qu'il faudrait abandonner les méthodes traditionnelles. Moi, j'ai encore beaucoup de cours traditionnels. Vous-même, vous mixez en fait tous les deux dans vos cours. Complètement. Parce que si on fait que du jeu tout le temps, en fait, ça vaut pas le coup. L'intérêt, en fait, c'est d'avoir des moments où on a quelque chose d'un petit peu différent. Ça va éveiller l'intérêt. Là, on va faire quelque chose de différent. Puis il y aura d'autres moments plus solennels, plus magistraux, plus classiques. Voilà, mais ça permet justement de faire le sel et de prendre. On hybride en fait les dispositifs pédagogiques. On les diversifie surtout. C'est la diversité qui est importante. Et plus que l'hybridation. Bien sûr. Vous avez une phrase que j'aime bien, Mélanie, vous dites en cuisine comme en classe, il ne faut jamais essayer de mettre de chocolat sur les brocolis. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en cuisine, je vois bien, mais en classe... c'est encore une phrase d'Eric Sanchez, qui est tirée aussi d'un autre chercheur. Non, c'est l'idée qu'en fait, amener du jeu en classe, ça ne va pas forcément marcher tout seul, en fait, et c'est pas parce qu'on dit, allez là, hop, on va faire un jeu, que ça va fonctionner, et que les élèves vont plonger dans le jeu, parce que déjà d'une part, tout le monde n'aime pas jouer non plus. Donc, l'idée du chocolat sur les brocolis, en fait, c'est la mauvaise cuisine, c'est le mauvais jeu, entre guillemets. Celui où on essaie de faire passer un truc qui est pas bon en mettant une couche de sucré. J'adore les brocolis. En général, les élèves sont pas très très fans, en fait. Et donc, bref, ça fait un mélange pas terrible. Alors que voilà, si on arrive à faire un mélange vraiment plus harmonieux, alors il y avait Margarida Romero, une autre chercheuse, qui parlait de gâteau à la carotte. Là, c'est bien mélangé. Là, ça fonctionne bien, carrot cake. Et du coup, ça passe beaucoup mieux, en fait. Et ça fonctionne. Le gâteau à la carotte de Survive on Mars. On retrouve Grégory Musnik et Mélanie Fenard juste après la récré. Parce que nous, on prend des récrés ici. C'est notre carotte à nous. Emma, dans l'heure de la récré, vous vouliez nous montrer une vidéo qui vous a fait rire. On vous a entendu dans tous les bureaux. Ah bah voilà. Vidéo signée par Camille Lelouch. On l'adore chez School. 2,7 millions d'abonnés sur Instagram. Elle est chanteuse, comédienne, humoriste et dernièrement, elle est devenue maman d'une petite fille pour la première fois. Elle partage donc son quotidien de maman sur les réseaux sans aucun tabou. C'est hyper drôle. Et la vidéo que je voulais vous montrer, c'est ce moment où, à force de chanter des comptines à son bébé, elle finit par faire des petites versions à elle. Regardez. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les brûles, la maman et le papa et les enfants. Les crocodiles, ils sont partis au bord du Nil, n'avalant plus. Tu dors. Lentement, va trop vite, meunier. Tu dors. Tout lent, battre fort. Ainsi vont, les petites marionnettes. Ainsi vont, toi, tu tours et puis s'en vont.
Vous êtes mûrs. Merci pour cette petite récré de Contine, 2,7 millions d'abonnés sur Insta et vidéo également qui a beaucoup de succès. Qui a cartonné, ouais. Super. Allez, on en souhaite autant sur Survive on Mars. On retrouve Grégory et Mélanie. Et Survive on Mars, c'est le nom du jeu qu'ils ont conçu pour engager les lycéens à découvrir le programme de sciences de la vie et de la Terre. Donc, Valenciennes et, ça y est, j'ai oublié, en Essonne, Orsay, Blaise Pascal, le lycée. Vous, c'est le lycée de l'Escaut, à Valenciennes. Quand vous rencontrez déjà, et puis alors, vous avez des collègues à Vienne, en Autriche, j'imagine qu'il y en a ailleurs, une espèce d'international des profs de SVT. Bon, le point commun, c'était le CLIC, le congrès de la classe inversée en 2016. D'accord. C'est là qu'on s'est rencontrés. 2016, oui, c'est vrai. Et c'est là qu'est née l'idée. En s'inspirant d'autres collègues, notamment Sébastien Franc, professeur d'anglais, qui proposait un jeu déjà à cette époque-là où on a une ville avec des habitants, ils doivent collaborer entre eux, communiquer en anglais, etc. En écoutant cette conférence, l'idée est née, en faisant le croisement avec Seul sur Mars. Et après, avec Mélanie, on s'est dit, tiens, banco à la sortie. Et vous aviez déjà fait des trucs congrès. comme ça dans la vie de la programmation, tout ce qu'il faut Un petit peu. Un peu oui, quand même. Oui, quand même. Ça vous a pas fait peur, c'est ça que je veux dire. Voilà, non. Ouais, non, ça va. Puis là, on a utilisé un outil qui ne demande pas de programmation, parce qu'on n'est que des profs, on n'est pas des game designers. Et en fait, on a trouvé nos outils à nous qui nous ont permis de créer cet univers, en fait. D'accord. Comment, dans un parcours d'enseignant, on s'interroge et on s'intéresse à ces pédagogies, pédagogie du détour, pédagogie active, pédagogie de projet, le peer learning, etc. Vous étiez formé à ça J'essaie de vexer personne, mais bon, je pense que vous avez été à l'IUFM. Oui. Voilà. Non, vous n'étiez pas à l'INSPE, c'est ça que je veux dire. Vous êtes de la génération IUFM. On vous a formé à ça ou c'est vous-même qui ensuite avez bricolé la chose dans votre coin On est vraiment autodidacte là-dessus. On s'auto-forme. Voilà. Il y a beaucoup d'auto-formation. Et beaucoup aussi, s'informer via les réseaux, voir les exemples. Beaucoup d'exemples aussi de collègues du primaire, qui font des simulations globales, par exemple, pas forcément sur Mars, mais voilà. Mais il y a vraiment beaucoup d'exemples desquels s'inspirer en fait sur les réseaux. Puis après des recherches, des lectures. Et qu'est-ce que ça vous apporte à l'un et l'autre, ce travail? Parce que le travail collectif des élèves, dont vous avez vanté les mérites, mais il y a le vôtre aussi. Normalement, les profs, ils préparent leurs cours tout seuls. C'est vrai. C'est vrai que la puissance ici de Survive on Mars, c'est le fait qu'on s'est tous mis à travailler ensemble autour de la même chose. On a vraiment ici un travail qui est collectif. C'est pas du tout un travail individuel. C'est le fruit vraiment de plusieurs compétences, de plusieurs personnes, plusieurs personnalités et plusieurs talents. On a tous vraiment partagé une aventure extraordinaire. C'est-à-dire quand on vous a invité, vous dites moi je viens pas tout seul, c'est un truc collectif, donc on est au moins deux. Sinon ça ne raconte pas l'histoire telle qu'on l'a vécue. Voilà. Survive on Mars, c'est une belle histoire collective. Elle continue encore. On a encore des collègues qui viennent vers nous, qui proposent des nouvelles choses. La toute dernière, c'était les robots sur Mars, en fait. Il s'agit de programmer des robots qui sont capables alors là, on n'est plus au programme de SVT. De se déplacer. On est plutôt en technologie en collège ou en SNT aussi en seconde. Voilà, c'est ça. Donc l'aventure continue sous d'autres formes et c'est ça qui est plaisant. Oui, mais tout à fait, oui. Alors, ce qui est vraiment super agréable, c'est l'aspect créatif, mais en effet, côté prof, c'est vrai que moi, j'avais jamais fait ça avant. Enfin, essayer de trouver des manières différentes de faire pour les élèves, oui. Mais c'est vrai que ça a vraiment été un gros déclic pour moi, en fait, la rencontre avec Grégory, ses qualités de scénariste de manière générale. Moi, j'ai pu apporter ce que je pouvais faire, notamment sur créer des personnages, créer des vidéos, créer cet univers, on l'a fait ensemble. Et puis le fait qu'en effet, des collègues nous rejoignent via les réseaux sociaux, que ça diffuse dans d'autres disciplines. Et puis après, il y a quand on le met en place, moi je sais qu'au début j'avais assez peur de le mettre en place, quoi. C'était pas évident de se dire bon, je vais les lancer dans un jeu. Ça n'a pas forcément été extraordinaire non plus du premier coup. Mais par contre, côté élève, j'étais impressionnée de les voir plonger dans l'histoire, vraiment incarner les personnages et produire des BD, des diaporamas. Et là, vous vous êtes dit, je tiens un truc quand même. Ah ouais, complètement. Allez. Et après, voilà, c'est parti sur plein de choses après. Monsieur Ridley Scott, ils vous ont un tout petit peu piqué l'idée au départ, mais maintenant c'est devenu vachement bien. Donc moi je pense que la suite de Seul sur Mars, c'est Survive on Mars, signé Ridley Scott, à partir d'un scénario de Grégory, Mélanie et tous leurs collègues. Merci beaucoup, vous restez avec nous. On va aller au collège si vous voulez bien. On va retrouver Amélie Paris pour les années collège. Merci beaucoup Emma. Merci. Amélie. Les années collège vues par le prisme. On ne s'est pas vu cette année d'ailleurs, Amélie. Bonne année. Oui, bonne année. Meilleurs vœux. Les années collège vues par le bureau de la dame du CDI, professeur documentaliste.
dans le civil, Amélie Paris. Et on va parler aujourd'hui d'un objet dont l'origine remonte au XVIe siècle, qui est aujourd'hui le vêtement le plus porté au monde. Il a donc traversé les époques, les pays, il s'est développé sous plein de formes. Vous allez revenir sur l'origine du jean qu'on adore tous, et surtout les ados, et surtout ceux du trio, votre collège. Racontez-nous l'histoire. Eh bien, tout a commencé au XVIe siècle à Gênes, en Italie. Donc, la première toile est en lin et coton, et elle sert à équiper les navires et habiller les marins. Et cette toile de Gênes s'est anglicisée et est devenue la toile de jean. D'accord. Eh oui, et le de Nîmes, moi j'avais l'idée que ça venait de Nîmes. Oui, alors ça c'est un petit peu plus tard, au XVIIe siècle. Donc à Nîmes, les tisserands ont essayé de copier cette toile et ils ont créé une autre toile qui, cette fois, était en laine et en soie, et elle a pris le nom de Nîmes. Donc d'accord, j'avais pas le jean alors. Oui, elle était beige, elle était très résistante, elle était portée par les bergers et les paysans cévenols. Mais il faut attendre le milieu du XIXe siècle pour que le jean soit commercialisé. C'est aux États-Unis et c'est la collaboration. Et oui, et c'est Lévi-Strauss et Jacob Davis qui ont commercialisé le jean. Alors, ils ont teinté la toile en bleu indigo, et donc le jean est devenu le blue jean. Alors, oui, et au départ, il était porté, c'était plutôt un vêtement de travail, donc porté par les ouvriers, les fermiers et les mineurs américains. Et il va devenir extraordinairement à la mode, notamment parce que dans les années 50, il devient le symbole de la rébellion, notamment dans les films hollywoodiens. Il est d'ailleurs aussi bien porté par les hommes que par les femmes. Et oui, et quelle femme, Marilyn Monroe dans Clash by Night de Fritz Lang. Et quels hommes, hein, James Dean. Oui, James Dean évidemment dans La Fureur de vivre dans Giant, ou Elvis Presley pour son rôle de prisonnier dans le film Jailhouse Rock, sorti en 1957. Donc là, il est vraiment utilisé pour s'affirmer, il devient un objet dangereux, rebelle, voire sexuel, et d'ailleurs à l'époque, il est interdit de le porter aux États-Unis, dans les écoles, dans les restaurants et dans les théâtres. On passe aux années 70 à Jane Birkin, autre style. Ben oui, beaucoup plus glamour, hein, en taille haute, pas de def. Et puis dans les années 80, on va revenir un peu destroy, déchiré sur Madonna. Et c'est d'ailleurs à l'époque la mode du jean délavé va apparaître. Et puis un peu plus tard, dans les années 90, dans ma série préférée, vous vous doutez de ma série préférée ? Beverly Hills ? Exactement. Donc tous les ados de la série Beverly Hills le portent en taille haute et forme droite. Et puis dans les années 2000, ce sera le mannequin britannique Kate Moss qui lancera la mode du skinny, donc très près du corps, porté avec des ballerines. Et que tout le monde porte avec des ballerines, ce que faisait Serge Gainsbourg aussi avec des répétos. Aujourd'hui, tout le monde l'a adopté, le jean, il est devenu le pantalon, c'est le basique, l'indémodable que tout le monde porte, à commencer par les ados de votre collège, du trio. Oui, alors maintenant, autour du jean, il y a tout un vocabulaire, flair, slim, skinny, boyfriend, mom, bootcut, white. 2 milliards sont vendus tous les ans dans le monde entier, 60 millions en France, donc quasiment un par habitant. Les adolescents en ont en moyenne 3 dans leur dressing. Et alors, il y a 20 ans, les hommes en achetaient 2 fois plus que les femmes, et aujourd'hui, la tendance est inversée, en tout cas chez les adolescents, parce que ce sont les filles qui portent surtout des jeans, les garçons préfèrent les survêtements. Alors évidemment, les filles les aiment sur leurs idoles comme Kendall Jenner, Bella Hadid ou Hailey Bieber. Et dans le CDI, évidemment, je retrouve toutes ces formes. Alors j'ai la version cargo. Ah, vous avez fait foutre c'est au CDI, ça ? Eh bien oui. Ok, le cargo. Le cargo sur Juliette. Il y a le troué sur Marie-Thérèse et sur Katia. Ah ouais, quand même. Oui, il y a le patché sur Abigail et mon préféré, celui qui est illustré avec des personnages de manga de Naruto sur Angelina. Très beau. Pourquoi elles aiment autant le jean, les filles, aujourd'hui ? Eh bien parce qu'elles peuvent le porter avec tout, des sweats, des pulls, des crop tops. Alors les crop tops, pas au collège, parce que tu n'as pas le droit de montrer son ventre. Des baskets, et puis il existe dans toutes les couleurs, dans tous les bleus, en noir, en blanc, en gris, et puis dans toutes les formes, et aussi parce qu'on est très bien dedans. Alors en ce moment, Noura, une élève de 4e, les aime larges, tombant un peu sur les hanches, et longs jusqu'au basket, parce qu'elle est à l'aise dedans, et parce qu'il s'adapte à toutes les situations. Et puis les parents les aiment aussi, évidemment, pour leur solidité et leur durée de vie. Merci beaucoup. Amélie, vous aussi, vous aimez les jeans, non ? Oui, je vois ça, moi aussi, j'aime bien les jeans. Regardez, on monte notre jean. Hop, jean. Oh, il y a quoi qui m'y colle. Allez, c'est pas grave. Merci beaucoup. Vous travaillez avec les profs documentalistes, vous, au moins, j'espère ? Oui, on a eu à un moment donné. Ah oui, on a eu quelqu'un dans l'équipe. Qui sont des ressources absolument formidables. Bon, et des profs comme ça, c'est génial quand même, qui inventent les jeux. Bah oui. Merci beaucoup à tous les deux, Grégory Michnik, Mélanie Fenard, de nous avoir accompagnés. On le trouve en ligne. Alors, il était en fin décembre. Moi, je sais, quand j'avais fait mes révisions pendant les vacances, il était encore en réflexion, le site. Mais même pendant qu'il est en réflexion, on peut accéder à des tas de contenus. Et des vidéos de Thomas Pesquet. Comment vous avez été pêcher ça avec... sur les sites du CNES ou de... Oui, voilà, il y a des ressources sur le site
sites du CNES, de la NASA Ouais. aussi, par exemple. Et c'est assez génial, quoi. On essaie d'utiliser des vraies ressources scientifiques, puis après on les rescénarise. Ça vous fait des aides quand même sympathiques. Hein. Merci beaucoup à tous les deux et merci aussi évidemment. Je signale quand même que vous avez fait plein de jeux sérieux, hein, je crois. Escapade pédagogique avec des jeux d'évasion. Ouais, en fait. Escapade en ligne. Alors le ça- mystère des 5 terres. Ça, c'est 3 livres en fait, Oui, voilà, c'est ça. que j'ai coécrit avec des collègues et notamment beaucoup autour des escape games pédagogiques. Merci beaucoup également à toute l'équipe. Au maquillage, Laure Audemont, en Marine Plantec pour la préparation de l'émission. Assisté aujourd'hui en régie par Roxane Sarfati, Thibaut Goury-Lafont pour la réalisation. Pardon, pour le son, c'est Alice Pitavi, Alice pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.